Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de revenir parmi nous. Ce soir, l'émission qui se prend Homo a le plaisir de recevoir les deux co-présidents des Gay Games Paris 2018, Pascal Rintaud et Manuel Picot. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes Bonsoir et à tous. Manuel. Alors, un événement tant attendu en août prochain. Merci vraiment d'avoir répondu à l'invitation parce qu'il y a plein de choses à dire autour de cette action. Un homme, une femme à la présidence, c'est volontaire et à la limite c'est bien la mixité. Pascal ? Oui, je pense que c'est une volonté de l'association depuis le début d'avoir une coprésidence mixte parce que les Gay Games, c'est ouvert à tout le monde et il fallait aussi montrer ça dans le premier poste le plus important de l'association. Ouais. Et voilà, c'est chose faite depuis peu, mais depuis le début également, au moment de la candidature également. Manuel, vous vous entendez bien ? On s'entend extrêmement bien. Ouais. On est sur la même ligne. On travaille ensemble depuis maintenant 3 ans de façon étroite. Et je suis très content de faire un couple de présidents avec Pascal. Merci d'être là encore une fois. C'est le retour de Nicolas ce soir. Nicolas Rividi, le plus de l'actu. Comment ça va ? Oui, comme j'ai retrouvé le plein usage de ma mâchoire. Oui, tu t'es fait retirer une dent de sagesse. 3 même. 3 carrément ? Bah oui, Donc, presque à vif. Tu Je suis vieillis ? pas un PD quand même. Tu vieillis ? Oui, je vieillis. Je suis de moins en moins sage. Oui, donc voilà. Donc comme j'ai retrouvé le plein usage de toute ma bouche, je suis de retour parmi vous. Et ce soir, eh bien, programme chargé et pointu puisqu'on va apprendre à reconnaître un gay à sa tête. Ah, un gay à sa tête, comme moi par exemple. Non, mais toi, t'es pas gay ? Non, c'est vrai. Pardon. Un Je tout sais petit pas. peu. Est-ce que D'accord. tu t'es déjà arrivé de tomber amoureux d'un homme marié ? Non, enfin, je crois pas. Éric Brulin, très très souvent. Bonsoir Éric. Gaiement. Vivons gaiement, ouais, ce soir consacré à ceux et à celles qui sont, enfin surtout ceux ce soir, qui sont tombés amoureux d'un homme marié à une femme, évidemment, histoire de compliquer un peu les choses. Manuel et Pascal, vous êtes mariés ? Paxé. Paxé, Emmanuel. Également. Deux petits nouveaux ce soir. Vous savez, donc les Gay Games, on va en parler une fois par mois. Donc, il va y avoir une chronique. Jour J, moi, 313. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous et à toutes. Un petit nouveau donc, qui va assurer donc, des chroniques autour des Gay Games, hein, une fois par mois. 313, finalement, c'est pas beaucoup, 300. Non, mais Non. c'est presque une année. Ouais. Donc comme c'est en dessous de 365, déjà on est moins d'un an. C'est-à-dire que ça va arriver très vite et pourtant il va falloir un petit peu attendre avant de pouvoir y aller. On peut dire que tu es hétéro. Je Jérôme, suis complètement oui. hétéro, oui. Ça montre bien qu'on côtoie tout le monde Tout ici, complètement. des filles, des garçons, des hétéros, des homos. Hein. On est On ouvert. peut dire qu'il a 18 ans aussi. T'es sûr? Non, là, tout de suite, quand tu vas voir notre non, ami qui filme ce soir l'émission comme chaque lundi soir depuis maintenant 4 semaines, Daniel, Eh oui. on peut voir qu'il n'a pas 18 ans. Ah non, t'as une belle petite Ah, barbe ouais. blanche là. Un autre on pourrait penser qu'il a 18 ans, c'est un nouveau chroniqueur qui va sur une chronique humour qui s'appelle Ronan. Bonsoir Ronan. Bonsoir tout le monde. Et j'ai bien 18 ans, moi. Hein. Il y a pas de... Je vois pas ce que vous dites. Hein. Moi, j'ai vraiment 18 ans. C'est J'ai vrai même moins, je pense. On le voit parce qu'il a sa petite casquette en arrière. Alors, le thème de ta chronique, en règle générale, tu es souvent quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur en fait. Jamais. Jamais. Toujours de mauvaise humeur. Et là, ce soir, je peux vous dire qu'il y a 2 choses qui m'ont mis de mauvaise humeur. Je vous laisse patienter. Quelqu'un qui est régulièrement de bonne humeur et très souvent même et toujours, c'est notre amie Isabelle. Bonsoir Isabelle, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, ça va. Ça va. Alors il y a quelques minutes, c'était Gouinement lundi. Tu peux nous rappeler un peu elles ont parlé de sport, un petit mot concernant un peu l'émission. Oui, donc Gouinement lundi, hein, c'est une émission féministe qui parle de féminisme sous l'angle des lesbiennes, bi et trans, qui est donc tous les 4e lundis du mois, en direct, avant Homo Micro. Et l'émission de ce soir était consacrée au sport. Ouais. Et on a évoqué les Gay Games notamment.
Les Gay Games, on va en parler tout de suite. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Pascal Rintaud, coprésidente des Gay Games. Alors, tu es cadre supérieur dans l'administration publique. Bon, on le dit ou on ne le dit pas. Ça, ouais. Alors, tu es passionné des Jeux Olympiques, comme beaucoup. Tu pratiques le basket, le tennis et la course à pied. Vrai ou faux ? Presque vrai, parce que le basket, c'est un peu daté maintenant. Ouais. La course à pied plus régulièrement et le tennis occasionnellement. Ouais. Isabelle, tu pratiques quoi, toi ? Je pratique la gym en salle. Gym en salle, c'est pas mal. Oui, c'est très bien. L'important, c'est de faire un peu de sport. Oui, effectivement. Oui. Toi, Nicolas, tu pratiques ? Depuis un mois et demi, la musculation, je fais de l'enduit, du ponçage, du montage de meubles, donc j'ai moins le temps d'aller faire du sport, mais je considère que c'est une activité légitime quand même. Jérôme ? Moi, je suis marcheur. C'est-à-dire que je fais de la rando, du trail, j'ai fait de la marche athlétique quand j'étais plus jeune. Ouais. Enfin, voilà, dès qu'il faut marcher, je marche. C'est à la mode en ce moment, marcher. Oui, mais moi, je préfère la mienne dans la nature, autour des stades. Voilà. Bon, un jour, je te ferai découvrir la marche nordique. Je suis sûr que ça t'irait très bien. La marche nordique, j'en ai fait. Ah ouais. Y compris du ski de fond aussi. C'est pour les personnes âgées. Ronan, toi, tu es sport en salle, je suis sûr. Ah oui, sport en salle et puis surtout sport au niveau de la machine à café et des petits snacks. J'adore. Des gens comme lui, ils n'ont pas leur place au Gay Games, si. Si, Pascal, parce qu'on accueille tout le monde, il y aura des festivités, il y a aussi plein de moments festifs. Et puis on a besoin de spectateurs, de gens pour nous encourager, donc tout le monde est bienvenu. Voilà, j'ai trouvé mon sport, applaudir. Voilà. il a failli être joueur de tennis professionnel, mais il a choisi Homo Micro pour assurer des chroniques. Vous aurez bien sûr reconnu notre ami Éric Brulin. Toi, c'est le tennis, non ? Ah oui, moi c'est le tennis. Professionnel, pas complètement, mais tennis, oui, toutes les semaines. Donc tu pourras aussi participer aux Gay Games en août prochain. Nicolas, alors tu es ancien président de la Fédération sportive gay et lesbienne. Tu me corriges si je me trompe. Oui, mon prénom c'est Manuel, mais à part Qu'est-ce ça, que j'ai dit, bien. pardon ? Nicolas. Mais, Oh, c'est fou. Tu sais pourquoi je me trompe souvent ? Parce que j'ai eu une aventure avec un Nicolas, c'est pour ça, non ? Je dément. C'est peut-être pas toi. Tu es ancien trésorier de la Fédération internationale des Gay Games. Tu es bien informé. Ouais. Tu participes aux Gay Games depuis 98. Ouais. Très juste. Je ne savais pas aussi que tu étais journaliste. Eh oui. Tu m'as jamais dit ça, sincèrement. Eh bien, en fait, j'ai commis ce métier après avoir exercé pendant 20 ans la carrière de banquier. Ouais. Et je me suis reconverti, j'ai fait des études pour être effectivement journaliste, mais plutôt spécialisé. Ouais. Et tu as aussi obtenu donc une médaille d'or en saut en longueur en 2014. Comme quoi, tout le monde peut gagner une médaille. Au Gay Games, c'est un événement où tout le monde a sa chance. Et c'est juste génial. Ouais. Je suis très fier. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, Jérôme va assurer donc une chronique une fois par mois où il fera venir des invités qui vont participer au Gay Games, sport, culture. Et ce soir, c'est sa première chronique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, les Gay Games, en 2 ou 3 mots, nous écoutons Jérôme. Oui, exact. Le Gay Games, c'est donc dans 313 jours, on l'a dit. Et ça va se passer du 4 au 12 août 2018, où Paris va accueillir la 10e édition des Gay Games, la plus grande manifestation sportive, culturelle et festive au monde. Et ce, on l'a dit tout à l'heure, ouverte à toutes et à tous. Alors, cette grande fête des Gay Games, elle est organisée avec le soutien du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, le CNOSF, Comité national olympique et sportif français, la région Île-de-France, la mairie de Paris, la FGG, la Fédération des Gay Games, et la FSGL, la Fédération sportive gay et lesbienne. Alors cette 10e édition des Gay Games, eh bien, elle a aussi des parrains et des marraines, et pas des moindres. Honneur aux dames avec Laura Flessel, l'une de nos plus grandes championnes tricolores, aujourd'hui ministre des Sports, qui soutient ce projet depuis l'origine. Je la cite en tant qu'athlète professionnelle, en tant que passionnée de sport, mais aussi en tant que femme et en tant que citoyenne. Fin de citation. On peut aussi citer, il y a Pierre Berger. Pierre Berger, c'est l'une des plus grandes figures du monde de la culture en France. Et il y aura un autre parrain qui sera présent lors de ces 10e Gay Games. Mais à première vue, c'est encore un secret. C'est l'un des plus grands couturiers au monde. Et alors, je ne sais pas qui est. C'est Jean-Paul Gaultier, c'est Christian Lacroix, Jean-Charles de Castelbajac.
Non. Ce n'est pas un secret. Jean-Paul Gaultier est l'un de nos parrains de cette 10e édition des Gay Games. D'accord, voilà, donc c'est Jean-Paul Gaultier, parce qu'il va y avoir de la culture, on va y revenir tout à l'heure. Les Gay Games, c'est un événement qui est organisé tous les 4 ans, et ce depuis 1982 à San Francisco. Cette première édition d'ailleurs avait réuni pas moins de 1350 participants. Depuis, chaque édition verra le nombre de participants augmenter. Citons par exemple 13 000 participants en 1998 à Amsterdam pour la première édition européenne. Aujourd'hui, c'est la première fois que les Gay Games sont organisés en France, à Paris. Je vous donne quelques chiffres. 15 000 participants attendus, 70 pays représentés, plus de 36 sports. Alors ça va du football, le hand, le rugby à 7, mais aussi le softball. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le softball, c'est le cousin du baseball. Il y a la boxe, le hockey sur gazon ou encore le squash et la pétanque. Le tout à travers 150 compétitions pour les handisports et les valides, puisque tout le monde est accueilli. Outre le sport, je l'ai dit, il y aura aussi plus de 14 événements culturels, des cafés philosophiques jusqu'au concert, en passant par un défilé de mode à ne pas manquer, ce sera le 6 août, où les créateurs devront, je cite, imaginer la tenue de sport de demain en mariant le lycra et la dentelle. Ouais. C'est un menu. Là, les talents vont parler et ça va être quelque chose. Et puis, il y aura aussi du cinéma à travers un festival international de courts-métrages sur les 40 ans d'évolution des modes de vie et de la situation des LGBT++ et des femmes dans le monde, avec la présentation de films courts inédits, la réalisation d'un court-métrage de 4 minutes 21 secondes en 42 heures 19 minutes, pas une minute de plus, ou encore une compétition photo sur le thème visible-invisible, et ce, avec des fleurs. Donc c'est vraiment très riche. Alors il y a une chose, c'est le but du jeu aux Gay Games, c'est pas forcément de gagner, mais plutôt de se dépasser. Comme cette histoire lors de la précédente édition à Cleveland aux États-Unis en 2014, de cette habitante du Bronx, une dame de 99 ans. Elle s'appelle Ida Killing. Elle est sprinteuse. Elle est record woman du monde sur 100 mètres chez les plus de 90 ans, avec un temps de 59 secondes et 8 dixièmes. On découvrira après, par la suite, qu'elle battra d'autres records. En l'occurrence, elle a battu le record du 100 mètres pour les centenaires. Bref, c'est une championne. C'est une sportive. Enfin bon, c'est ça qui est cool. Elle a vécu, elle vient du Bronx. Elle a vécu pas mal de choses. Elle a perdu ses 2 fils dans une rixe avec la drogue. Depuis, c'est sa fille qui la coach. Et ouais. Je trouve que c'est une superbe histoire. Et quand on voit ça au Gay Games, on a envie d'en voir d'autres. C'est pour ça, donc venez. Tom Waddle, le fondateur des Gay Games, malheureusement disparu en 1987 à l'âge de 49 ans, en fait, il voulait offrir à chacune et à chacun cette possibilité de faire de son mieux, de se dépasser. Le sport, il connaissait bien, ayant participé aux Jeux Olympiques d'été de 1968 et 1972. Donc c'est vraiment un sportif de haut niveau qui a permis, si je ne me trompe, Manuel Picault, c'est fait pour tout le monde en fait. Il n'y a pas besoin d'être hyper, d'être toujours de très très haut niveau. Il y a tous les niveaux qui sont acceptés. C'est ça qui est cool. En fait, c'est vraiment l'événement du sport pour tout le monde. C'est donner une expérience de niveau olympique à tout un chacun. On n'a pas besoin d'être bon, pas besoin d'être gay. Il suffit d'avoir 18 ans pour participer. En fait, c'est la seule limite de ces jeux où tous les physiques peuvent participer, toutes les capacités peuvent participer. Et c'est ça qui fait la magie des Gay Games. Au départ, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ça a une vocation militante, les Gay Games. Et c'est aussi une volonté d'affirmer les personnes LGBT dans le monde du sport. Et c'est pour ça que ça s'appelle les Gay Games. Mais en créant les Gay Games, Tom Waddle a réfléchi à faire un événement qui soit inclusif, ouvert sur toutes les diversités, de manière à ce qu'on apprenne à se respecter les uns les autres et non pas de se replier sur nous-mêmes. Tout à fait. Tu as parlé tout à l'heure de Pierre Berger qui nous a quittés il y a quelques semaines.
Donc il a soutenu le projet. Un mot concernant ce grand monsieur qui nous a quittés. Oui, je pense que pour la communauté LGBT, Pierre Berger, c'est une figure incontournable. Et c'est vrai que l'équipe de la candidature, quand ils étaient allés les voir, il avait été assez enthousiasmé par l'énergie et l'envie de toutes ces équipes de la Fédération sportive gay et lesbienne. Et très naturellement, c'était un des nombreux projets qu'il a soutenus. Ouais. Et nous étions effectivement, et nous le sommes toujours, très honorés d'avoir pu le compter parmi nos soutiens. Voilà. Il aurait participé sans doute. Certainement. Ouais. Il ne nous avait pas dit dans quelle compétition, mais certainement. Pour finir, Jérôme. Alors oui, voilà. Et alors donc où est-ce que ça va se passer, les Gay Games? Alors on peut citer le stade Jean Bouin, le stade Charletti, le Grand Palais, l'immense carreau du Temple, qui est connu à Paris pour sa croisée entre le sport et la culture, donc incommensurable pour accueillir les Gay Games, puisque c'est les deux. Et puis la salle Playel ou encore la base nautique de Vers-sur-Marne, pôle d'excellence sportive, puisqu'elle sera utilisée aussi aux Jeux Olympiques en 2024 pour l'aviron et le canoë-kayak. Il y aura aussi un village des Gay Games sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. 2 cérémonies dont l'ouverture se déroulera au stade Jean Bouin. 3 soirées de gala, des conférences, des festivités. Une question qui me vient. Quel est le coût de cette 10e édition des Gay Games ? Alors, on a un budget global d'environ 6 millions d'euros qui part de la phase candidature à la réalisation des Jeux. Et schématiquement, pour vous donner un ordre de grandeur, la phase de candidature des JO 2024, c'était 60 millions d'euros. Wow. Donc, vous voyez qu'on est quand même comment dire, on applique les principes du développement durable et qu'on est très raisonnable socialement et par rapport à la société. Donc c'est un budget très réduit qui est basé sur les recettes à la fois des subventions publiques pour à peu près 20% du budget, les participants qui contribuent à l'organisation de l'ensemble de la manifestation à hauteur à peu près de 30% et les sponsors, le mécénat et la billetterie pour le reste. D'accord. Donc c'est... Au niveau de l'organisation, nous en sommes-nous? On en est où aujourd'hui, les associations qui s'inscrivent, en termes de moyens, est-ce qu'il y a encore besoin d'argent? Jusqu'au bout, en fait, on a fait un budget qui est en escalier, donc plus on aura des ressources, plus on pourra faire un événement un peu plus grand. Mais en tout cas, on reste dans la philosophie générale de faire un événement économe. Oui. Nous avons en fait 3 objectifs principaux, nous, en tant qu'équipe d'organisation. C'est simple, c'est recruter des participants. Nous avons jusqu'à 15 000 places. Aujourd'hui, nous en sommes à presque 4000 places qui ont été déjà prises. Donc, il en reste plus qu'11 000. Ensuite, notre deuxième objectif, c'est réunir 2,4 millions d'euros de partenariats privés. Nous sommes bien avancés, mais on a encore du chemin à faire par rapport à cet objectif-là. Puis le troisième, c'est organiser la totalité des événements, confirmer l'ensemble des lieux. Et alors, parmi les lieux qui ont été cités, la salle Playel aujourd'hui sera plutôt l'auditorium de Radio France. C'est une nouveauté. Alors c'est pratiquement un scoop de ce soir. Et puis le deuxième changement, c'est l'accueil des participants se fera tous à la Cité de la mode et du design et non plus au carreau du Temple pour des simples raisons de commodité et de sécurité. La Cité de la mode. Cité de la mode et du design, ouais. C'est sur le long de la Seine. C'est un bâtiment vert. Un bâtiment formidable juste en face de la gare de Lyon. Et donc, ça permettra à ce que tous les participants viennent rechercher leur accréditation, rencontrent les organisateurs des Games dans ce lieu un peu magique sur les bords de la Seine. Au mois d'août, c'est quand même assez sympa. On peut faire des dons aujourd'hui si un individu, une personne souhaite. C'est toujours possible, bien sûr. C'est toujours possible et c'est même souhaité. Ouais. Et alors, si on veut même aller plus loin, nous organisons à la fin du mois d'octobre
un gala caritatif à la mairie de Paris. Ça va être un grand moment. D'ailleurs, Jean-Paul Gaultier sera présent à cette soirée. Donc, c'est un gala qui a un grand dîner avec apparat et puis un petit peu de spectacle. Et puis surtout, les recettes vont servir à financer les bourses de solidarité. Les Gay Games, c'est une particularité. C'est que on s'inscrit et on paye une participation aux frais. Mais certains ne pourraient pas le faire, qu'ils habitent en Afrique ou peut-être dans des quartiers défavorisés. Alors nous avons choisi d'être solidaires et de créer des bourses de solidarité. Donc on offre à peu près 500 bourses à des personnes qui ne peuvent pas se payer les Gay Games. On va jusqu'à leur payer le voyage pour certains. Et voilà, on cherche des fonds pour permettre de réunir le maximum de personnes autour, dans ce rendez-vous festif, dans ce rendez-vous aussi militant, et donc donner une expérience à toutes ces personnes. Donc si vous donnez à Paris 2018, sur le site, il y a possibilité de donner. Et puis, vous pouvez même être membre de la fondation Inclusion Paris 2018, qui est la fondation qu'on a créée spécialement pour, à long terme, continuer à travailler sur l'inclusion des personnes LGBT dans le sport et la culture. Vous serez reçu donc fin octobre à la mairie de Paris. C'est une mairie de gauche. Dans le domaine de la politique, à gauche comme à droite, c'est un événement qui est bien accueilli, bien accepté, en règle générale. Pascal ? Oui, on n'a pas de difficultés particulières. Aussi bien l'État que la région et la ville nous soutiennent depuis le début, donc tout va bien. Ouais. Nous venons d'avoir donc l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette 10e édition des Gay Games peut être une image et un modèle pour les Olympiades de Paris 2024. C'est un véritable test, en fait, 7 ans avant, Manuel. C'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons faire des Gay Games une manière de s'entraîner, clairement, pour la prochaine Olympiade. Comment on peut faire ? D'abord, on peut former des bénévoles. Venir comme bénévole à Paris 2018, c'est s'entraîner à être un jour bénévole aux Jeux Olympiques. C'est permettre également de donner un volet de lutte contre la discrimination dans le sport au projet olympique. Oui. Et nous présentons comme les héritiers du projet olympique de 2024 sous l'angle de la lutte contre la discrimination. Et c'est pour ça aussi qu'on a cherché à obtenir le soutien du comité olympique sportif français et qu'on s'est entouré des fédérations sportives pour appuyer notre candidature et l'organisation de la manifestation. Donc ces deux aspects en soi, déjà, permettent de donner à Paris une bonne préparation. Puis en même temps, c'est de se dire comment on accueille autant de sports. Nous avons 60 lieux à gérer. Les Jeux Olympiques, c'est une trentaine de lieux, donc il y en a encore plus. Avec 15 000 participants aux Jeux Olympiques, on attend 10 500 athlètes, plus 4 500 paralympiques. Donc nous sommes à peu près le même nombre sur une durée à peu près pareille. Donc c'est clairement pour les pouvoirs publics, pour la préfecture, pour les associations, les fédérations, un vrai échauffement aux échéances suivantes. Tu parlais de discrimination, donc là il va y avoir la Coupe du Monde de foot en Russie en juin prochain. Les homos en Tchétchénie donc souffrent énormément et le problème n'est pas réglé alors que cette Coupe du Monde va être organisée en Russie. Est-ce que vous arrivez à avoir une influence en fait et quel est votre sentiment à ce niveau-là, Pascal ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on a une influence. Ce qui est sûr, et dans la dimension un peu héritage, notre mission, c'est de faire évoluer, en tout cas en France, la façon dont les mouvements sportifs et les fédérations en général abordent la question de l'homosexualité dans le sport, donc faire évoluer les modalités. Par rapport à l'influence qu'on peut avoir à l'international, la Fédération des Gay Games, c'est un mouvement international qui a donc un pouvoir de résonance. Et on cherchera, en tout cas, au travers des bourses que l'on attribue, à faire venir des participants justement de ces pays où il est très compliqué aujourd'hui, voire très dangereux d'affirmer sa sexualité. Donc voilà, c'est un peu la mission que l'on s'est attribuée dans ce domaine-là. Votre slogan, c'est « Tous égaux ».
Et aujourd'hui, on en est où un peu au niveau des pratiques sportives, aussi bien au foot qu'ailleurs? Il y a des discriminations. Vous pouvez nous faire un petit constat un peu, nous dire un peu comment ça se passe? C'est vrai que le foot est le numéro 1 des sports qui discriminent. Est-ce qu'on c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a d'autres sports? Dites-nous. En fait, si on interroge les fédérations sportives, sur l'homophobie dans le sport, la plupart nous disent mais c'est pas un vrai sujet. En réalité, le constat il est simple, c'est que les insultes que l'on entend le plus souvent sur les terrains, dans les stades, c'est des insultes homophobes et sexistes. Ça perdure et malheureusement, ce n'est d'ailleurs pas suffisamment recensé et on n'a pas d'indicateurs précis sur le sujet, mais tout le monde sait que ça existe, à commencer par les insultes des arbitres, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça ne concerne pas que le foot, mais le foot est emblématique. Quel est le joueur de football de première division qui soit ouvertement gay? Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul. Comment se fait-il qu'aux Jeux Olympiques, il y avait 50 athlètes qui étaient ouvertement LGBT, essentiellement des femmes d'ailleurs, sur 10 500 personnes? Est-ce que c'est vraiment la part qu'ont les LGBT dans la société? Donc on est bien dans un sport où l'orientation sexuelle est un tabou, où ça reste difficile de l'affirmer, et que malheureusement, certains athlètes passent du temps à se cacher, à perdre de l'énergie, à ne pas risquer de se dévoiler, parce qu'ils ont le sentiment que la société est homophobe. Et c'est la raison d'être des Gay Games, en une des raisons d'être, c'est justement de permettre à ces personnes d'avoir plus de force, plus de regard, plus de compréhension pour qu'elles puissent être acceptées et respecté dans la société. Avant de passer la parole à Jérôme, donc après le mois d'août 2018, vous pensez faire évoluer les mentalités dans tous les sports en France et de faire évoluer un peu les gens qui sont un peu intolérants pour finalement permettre aux gens qui sont homos d'être visibles dans la structure sportive classique sans forcément rejoindre le monde LGBT? Pascal? Oui, en tout cas, c'est la mission qu'on nous a confiée. À titre d'exemple, parmi les avancées qui ont déjà eu lieu, la Fédération française de danse a ouvert une section pour les couples de même sexe qui n'existait pas auparavant. Donc c'est une manière de faire avancer les choses. On va aussi montrer aux Gay Games qu'on peut faire de la natation synchronisée si on est un homme et qu'on aime ça. Et du coup, c'est vrai que le programme de l'héritage se construit dès maintenant. Et ce qu'on essaye de faire actuellement avec toute la révolution qui se passe dans le mouvement sportif actuellement avec les JO, c'est de marquer notre présence, de faire bouger les curseurs pour que cette dimension-là soit prise en compte au même titre qu'à un moment donné, la présence des femmes et la médiatisation des femmes dans le milieu du sport était aussi un enjeu et a été aussi travaillé. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et on est là pour ça et on comptait sur nous et on compte aussi sur vous pour nous accompagner. Oui. Jérôme? Oui, pour en revenir pour l'homophobie, il y a un footballeur quand même de premier plan qui en a parlé, qui a mis ça en avant, mais il n'est pas français. Il est allemand, il s'appelle Manuel Neuer, et c'est le gardien de but du Bayern. Et lui, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé au Bayern. Il a dit, moi, il y a un problème que je ne supporte pas. On a le droit d'être homosexuel quand on est footballeur. Il faut pas se cacher, c'est pas possible. Enfin bon, voilà, il faut arrêter l'homophobie, en tout cas dans le sport. En matière de sexisme, il y a un excellent bouquin, un excellent livre de Béatrice Barbus qui s'appelle « Du sexisme dans le sport », qui est excellent et qui est vraiment à lire parce qu'il nous fait réfléchir sur la nature humaine et vraiment à la conception. Enfin, c'est vraiment et toute l'histoire, toute l'avancée des idées par rapport aux femmes, parce que ne serait-ce que Pierre de Coubertin, et lui, il a juste dit si une femme fait du sport,
ça pourrirait le sport. Ouais. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, il y a des trucs ahurissants qui ont été dits et même par des personnes qu'on croit super sympas. Donc, voilà, il y a vraiment une avancée à faire. Les femmes, par exemple, quand on prend sur juste les informations sportives, c'est 85% des informations hommes, 15% femmes. On croirait qu'il y a très peu de femmes, alors qu'en fait, pas plus tard que ce week-end, on a eu Clémentine Lucine qui est devenue championne d'Europe de ski nautique et médaille de bronze. Les gymnastes, ils ont ramené 6 médailles. Personne n'en a parlé. Et pourtant, voilà, c'est alors un gymnaste, tout de suite, il y a beaucoup d'a priori, ça reste beaucoup sur le football. On aura beaucoup de femmes, je suis sûr, au mois d'août au Gay Games, Pascal. Pour l'instant, on n'en a pas assez. Ah, Dans les éditions précédentes, on a traditionnellement 25% de participation féminine. Notre objectif est d'arriver à 40%. On n'en est pas là encore. Donc, c'est un appel que je lance à toutes les auditrices de mobiliser autour de vous et les auditeurs également pour faire en sorte qu'on ait plus de femmes qui participent. Parce qu'on sait aussi que ça passe aussi par la représentation, de prendre les postes qui existent, d'être présents, de revendiquer également. Donc il nous en faut davantage. Alors comment ces femmes doivent s'inscrire? Rappelez-nous un peu les modalités d'inscription. Les modalités sont assez simples. Sur notre site internet, vous avez le lien vers l'inscription. L'inscription au Gay Games, en fait, il y a deux composantes. Un premier qui est le package commun à tout le monde et qui fait que ce sont les Gay Games, c'est pas simplement un tournoi sportif, puisque c'est la participation et l'accès aux 2 cérémonies d'ouverture et clôture, avec également pour les non-franciliens un passe transport qui est inclus, ainsi que un sacoche de bienvenue, la médaille de la participation qui est très importante, puisque l'important c'est de participer, comme aurait dit un autre avant moi, et puis un illustre prédécesseur. Et puis il y a une deuxième partie, qui est en fait la participation à l'inscription au sport. Donc selon que vous choisissez, on va changer de sport, la pétanque ou le golf ou la voile, c'est pas le même tarif. Ce qui est intéressant dans un événement comme celui-ci, c'est du sport, mais aussi la culture. Manuel. Bah oui, en fait, d'abord le sport c'est une forme de culture. Et autour des Gay Games, comme ça nous a été rappelé, je trouve qu'il y a plein de choses sur le programme qui a été présenté. Il s'agit de vraiment faire vivre les participants le soir avec des représentations de chorale, de concerts, de musique classique, des fanfares, du cinéma, un ballet, autant d'événements qui permettent à la fois de montrer la diversité de notre culture et puis aussi de ne faire pas que danser. On pourra danser après, mais avant, on a ces événements-là. On a sur le village, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, tout un programme qu'on a conçu sur toute la durée qui permettra chaque jour d'avoir une activité différente avec une mise en avant des arts différentes. Alors, on a parlé du défilé de mode qui aura lieu sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Il y aura un grand bal, il y aura une représentation, des thématiques, de l'opéra, de la musique. Ça va vraiment être des jeux ouverts sur la culture, et une culture d'ailleurs qui est totalement ouverte, parce que souvent, par exemple, les chorales et les fanfares vont se produire dans les jardins parisiens, vraiment pour tout le monde. C'est ça qu'on veut, c'est des jeux ouverts, des jeux à la fois sportifs et culturels. On y sera. Alors, rappelez-nous le site internet, Pascal. Alors, c'est paris2018.com, tout simplement. Et les gens peuvent s'inscrire à tout moment. Il y a une clôture d'inscription, c'est ouvert jusque... Ce sera ouvert, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2018. Donc, alors, il faut faire attention. Je vois Manuel qui lève le doigt, parce qu'on a pour chaque sport un quota de participants qui est lié aux contraintes d'organisation. Donc, soyez attentifs. Le site est mis à jour régulièrement. On sait combien de places il reste dans chaque sport. Et à titre d'exemple, pour l'aviron qu'on a ouvert en septembre, les places s'arrachent comme des petits pains. Manuel, rappelle-nous un peu le nom des parrains qui vous soutiennent jusqu'à maintenant. Ils sont nombreux. Alors, juste un point sur les inscriptions. En fait, plus on s'inscrit tôt, plus on a de la chance d'avoir de la place. Et en plus, moins le coût, plus le coût est avantageux. Donc,
il y a des augmentations de tarifs et la prochaine augmentation de tarifs, c'est le 30 septembre. Ouais. Donc, il reste quelques jours pour en profiter. Après, nos parrains, en fait, sont effectivement Riyad Salem et Jean-Paul Gaultier. Nous avions comme marraine Laura Flessel, qui est devenue ministre. Donc, elle, aujourd'hui, nous représente au niveau du ministère et elle continue de porter le message au ministère et nous en sommes ravis, vraiment. Et puis, après, nous avons toute une série d'ambassadeurs qui représentent le sport ou la culture, et parmi lesquels nous avons Lilian Thuram, Maggie Nestoré-Ontanon, qui a beaucoup travaillé sur les discriminations dans le sport notamment, John Mumba, Emeline Dong, qui était également représentante pour la candidature de Paris 2024, et puis Roselyne Bachelot. Ah, aussi? Eh oui. Roselyne Bachelot. Ah. Je savais que ça te ferait plaisir. Moi, ouais, vraiment, sincèrement. Je connais bien son fils. Roselyne Bachelot. Pour finir, écoutez, je vais demander à Isabelle, à Éric Brulin et à Nicolas d'organiser une équipe Homo Micro pour participer au jeu. Hein. Dans quel sport? Là, il faudrait s'organiser. Moi, par exemple, ça peut être le foot ou la course à pied. Isabelle, à mon avis, ça va être la natation. Ah non, pas du tout, c'est du hockey sur gazon. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans. Donc, très voilà. bien. Ouais. Très bien, c'est super le hockey sur gazon, c'est très bien. Et pour la mairie de Paris, fin octobre, si par exemple j'étais, comment dirais-je, assez... Je pourrais inviter l'équipe de Mon Micro pour une table à 2000 €. Absolument. Ah, c'est à réfléchir. Il faut voir ça. Pourquoi pas, en tout cas. D'autres messages avant de nous séparer, Pascal et Emmanuel? Écoutez, nous on est ravis que vous fassiez une chronique tous les mois pour parler de nous, parce qu'on a très envie que la France entière nous connaisse les Gay Games, le message, les valeurs, et puis viennent partager des moments que l'on sait d'avance inoubliables et pour lesquels on est très impatient. Manuel, les prochains rendez-vous des Gay Games, donc la semaine prochaine il va y avoir une conférence de presse à la mairie de Paris. Lundi matin. Alors, la prochaine conférence de presse va lancer le décompte compte à rebours J-300 jours. Donc, ce sera lundi au stade Charletti à 11h avec toute la presse, la ministre des Sports, la maire de Paris et puis des personnalités qui nous ont rejoints. Et on annoncera plein de choses, et notamment notre campagne de presse et d'affichage qui aura lieu au cours au cours de l'automne. Merci de rester avec nous pour la suite de l'émission et au mois prochain pour parler des Gay Games avec Jérôme. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Après avoir reçu Pascal et Emmanuel des Gay Games, coprésidents des Gay Games, je suis avec deux petits nouveaux, Jérôme et Ronan, qui rejoignent la grande famille d'Homo Micro, et les anciens, qui ne sont pas vieux bien sûr, Éric Brulin et comment s'appelle-t-il déjà? Nicolas, sans oublier celle qui réalise l'émission, Isabelle, et c'est lui qui nous filme, Daniel. Tout de suite, Nicolas, je trouve que tu as une tête de gay. Va savoir, Brahim. En tout cas, c'est ce que prétendent deux chercheurs de la prestigieuse université de Stanford qui ont publié au début du mois de septembre une étude présentant une intelligence artificielle capable de déduire d'une simple photographie l'orientation sexuelle d'une personne. L'information a été révélée par le journal The Guardian. Et je dois dire que, la lisant au réveil, un samedi matin, le début du week-end s'annonçait complètement what the fuck. Alors, dans le plus de l'actu, comment est-ce qu'un robot peut reconnaître des gays? C'est quand même incroyable et un peu effrayant. Même moi, ça me fait peur, sincèrement. Écoute, l'intelligence artificielle utilisée par ces deux chercheurs se fonde sur un réseau de neurones. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais il s'agit en fait d'un très schématique cerveau virtuel qui est capable d'apprendre, avec beaucoup de guillemets, certaines choses, comme par exemple reconnaître des points communs dans une série d'images ou plus généralement une série de données. En soumettant à leur intelligence artificielle une série de photos de personnes gays et lesbiennes dont l'orientation sexuelle était connue de la machine, les chercheurs de Stanford l'ont entraîné pour trier les hétéros, les gays et les lesbiennes en fonction de critères physiques, faciaux que la machine pouvait découvrir. Alors le protocole qui a été utilisé est dit non supervisé dans la mesure où l'intelligence artificielle a défini elle-même les critères de classement qui étaient les plus pertinents, c'est-à-dire que les chercheurs n'ont pas influencé entre guillemets, et donc la puissante machine a considéré par exemple que les gays avaient tendance à avoir une mâchoire plus étroite, un front plus grand et un nez plus long que les hétéros.
Moi, je n'ai pas de mâchoire Sur- étroite. Je ne sais pas qui l'a élargi, mais on pourra en parler éventuellement au moment du point de dépôt. Sur le papier, l'intelligence artificielle affiche des résultats plus que satisfaisants, puisque son taux de réussite dépasse les 80% quand les humains interrogés en parallèle se trompent à plus de 40% lorsqu'ils tentent de déterminer l'orientation sexuelle d'un ou d'une inconnue. Et alors, est-ce que c'est un succès, Nicolas? Eh bien, pas vraiment, parce que d'un point de vue scientifique, d'abord, le protocole tel que présenté dans l'étude souffre de biais importants, qu'il s'agisse de l'échantillonnage d'observation, que des hommes et des femmes blanches et blancs, que des humains qui sont censés faire la différence entre gays, lesbiennes, hétéros, ou encore de l'hypothèse de départ qui suppose entre autres l'existence d'hormones prénatales qui définiraient l'orientation sexuelle dès la naissance. Rien ou presque n'est contraint par une démarche scientifique, c'est-à-dire une démarche reproductible. Alors le mythe des hormones prénatales, par exemple, est une thèse qui est défendue par un seul chercheur, en Belgique, le professeur Balthazar, dont les études sur des oiseaux gays sont rejetées par la plupart de ses pairs. Pourtant, ces mêmes résultats avaient été mis en avant dans un reportage sur France 2 qui posait la question de l'origine innée ou acquise de l'homosexualité. J'avais d'ailleurs fait une chronique extrêmement appréciée dans le Plus du Nouvel Obs à l'époque, voilà, placement produit. Il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres, mais pour généraliser, les paramètres d'une telle étude doivent être suffisamment définis pour que n'importe quel chercheur à n'importe quel moment qui voudrait renouveler l'expérience puisse le faire. En juillet 2015, l'intelligence artificielle DeepMind de Google avait assimilé des personnes noires à des singes et non à des humains, en suivant aussi une règle de classification fondée sur la morphologie des visages. À l'époque, elle avait donc mis en évidence les limites de l'apprentissage par réseau de neurones et la nécessité de considérer avec recul les informations recrachées par les algorithmes, aussi puissants soient-ils. Et puis au-delà de l'intérêt et de la rigueur scientifique d'une telle étude, se pose forcément la question de son but. Les deux auteurs prétendent dans un communiqué postérieur à la sortie de leur article avoir voulu montrer ce qui pouvait être fait pour mieux alerter sur les dangers liés à la publicité de certaines données personnelles. Alors l'argument chevaleresque pourrait être entendu si ce n'était la xème fois que Michal Kosinski, l'un des deux auteurs de l'étude et un des rares soutiens de Trump dans le monde universitaire, n'avait pas déjà joué les apprentis sorciers avec la reconnaissance faciale. Or, l'approche autant que le résultat nous ramène à certaines heures les plus sombres de notre histoire. Si les scientifiques doivent pouvoir revendiquer une liberté totale dans le cadre de leurs recherches, et c'est un ancien scientifique qui parle, cette dernière ne saurait les exonérer de la responsabilité qui lui est afférente. En 1941 et 1942, le régime de Vichy proposait une exposition intitulée « Le Juif et la France », dans laquelle on pouvait apprendre, entre autres réjouissances, à reconnaître les Juifs grâce à des critères physiques portés par de soi-disant études scientifiques. Là aussi, déjà à l'époque, il était question de taille du front, de taille du nez, de largeur de la mâchoire. Déjà à cette époque, d'aucuns prétendaient que cette ségrégation physique permettait de séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut se faire violence et écouter, comme je l'ai fait cet après-midi, même le reportage sur l'ouverture de l'exposition, disponible sur l'excellent site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Alors porté par une voix nasillarde, le reportage vante la fin de la France enjuivée. Les deux chercheurs de Stanford ne sont ni plus ni moins que les héritiers des démons de l'Allemagne nazie et de tous ceux qui ont adhéré à cette idéologie. Il faut aussi ajouter à cela le fait que Michal Kosinski travaille aussi avec une start-up israélienne qui prétend pouvoir déduire la personnalité de quelqu'un à partir de sa photo. En clair, comment détecter des terroristes à partir d'une photo. Je vais être très trash, mais le fait que des juifs eux-mêmes se lancent dans une telle entreprise rajoute le cynisme à l'horreur et montre à quel point la saloperie humaine a la peau dure, d'où qu'elle vienne et quelles que soient les raisons qu'elle invoque. Et alors, le plus d'infos de l'actu ce soir, Nicolas? Eh bien, c'est faire offense à la mémoire collective que de laisser croire que la même science fumeuse qui a généré les pires horreurs hier serait aujourd'hui devenue inoffensive. Quand un ordinateur affirme que les gays ont le nez plus long que les hétéros, il est impérieux de savoir lui dire qu'il se trompe. C'est aussi ça, l'apprentissage. Merci, ça fait peur. Jérôme, ça te fait réagir en un mot? Ça me fait réagir parce que Nicolas, il a un plus petit nez que moi. Oui. Je suis plus gay. Oui, effectivement. Ça fait peur, hein, Eric, hein, quand même. Oui, puis en plus, on a envie de se dire, mais à quoi ça sert, quoi? On s'en fout complètement de se dire, je vois sur ta tête que t'es homo, pas homo, mais on s'en fout. D'autant plus qu'il y a tout un tas de dérives. On parlait de la Tchétchénie à l'instant par rapport aux gay games. Il y a quand même énormément de régimes qui persécutent les homosexuels aujourd'hui. Leur donner un tel outil entre les mains, c'est quand même
c'est quand même cataclysmique. Alors, c'est dans les deux sens, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver persécutés parce que la machine décrétera qu'ils sont gays, et parallèlement d'autres qui échapperont au truc parce que, bien qu'ils soient gays, la machine ne les identifiera pas. Mais enfin, c'est complètement lunaire comme approche. Jérôme, pour finir, tu sais que tu es homo ? Tu fais homo ? Je fais homo, moi. Ouais. C'est possible. De toute façon, il y a un jour, je travaillais dans une société publique, et un jour, on m'a dit, mais je comprends pas, tu parles à des femmes, mais tu couches pas avec. T'es homosexuel ? J'ai dit, mais pourquoi ? T'es obligé de coucher avec tous ceux avec qui tu parles ? J'ai dit, bah non. En même temps, pour revenir à ce que tu disais, Nicolas, on est déjà tous des humains. Je comprends pas pourquoi ça relève, comme tu dis, du nazisme et autres cochonneries monumentales, inhumaines. Merci, Nicolas. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Vivons gaiement avec notre ami Éric Brulin. Alors aujourd'hui, tu vas donner quelques conseils à ceux qui sont tombés amoureux d'un homme marié. Ça m'est arrivé très très souvent. Exactement. Imaginez donc, vous avez passé un très bel été, et puis il fallait rentrer à Paris ou chez vous, vous étiez un peu triste. Alors vous êtes allé sur votre appli de drague préférée, et là vous avez rencontré cet homme extraordinaire avec lequel vous avez passé un moment magnifique, et l'envie de vous revoir était intense, immense. Et vous avez décidé d'échanger votre numéro de portable, et là, trouble dans ses yeux. Il bredouille. Écoute, j'en ai très envie, mais il faut que je te dise, je suis marié avec une femme. Et là, c'est la déconvenue. Soudain, vous vous dites, mais voilà, c'est pour ça, il n'y avait que son torse sur sa photo, sur le profil. Je comprends mieux. Et ce discret qui avait écrit en dessous, eh ben voilà, ça voulait bien dire quelque chose. Non seulement le bellâtre n'est pas célibataire et disponible, mais en plus, il est hétéro et en couple. Alors, que faire ? Vos amis, déjà, se moquent de vous. Ah, trop fort, tu t'es fait un hétéro, un petit cochon, va. Et puis, la question d'après, c'est et alors, il baise comme un homo ou pas ? Et puis, les autres vous mettent en garde. Ils vous disent, ne tombe pas amoureux. Tu ne sais vraiment pas dans quelle histoire tu t'engages, ne tombe pas amoureux. Alors, pas facile tout de même comme situation. Est-ce qu'il faut vraiment partir en courant ou tout simplement rester, Eric ? Bien, en fait, il y a plein de cas de figure différents, et on va simplifier. On va dire qu'il y a deux cas majeurs. Celui, d'une part, de l'hétéro marié qui vit entièrement caché, et celui de l'hétéro marié qui s'assume et dont la femme est au courant de la bisexualité. On va commencer par l'homo planqué. Tout dépend de son niveau de conscience par rapport à son homosexualité. Est-ce qu'il est hétéro qui s'autorise une première expérience homosexuelle ? Est-ce qu'il est clairement bi, s'assume dans sa tête, mais pas dans son couple ou vis-à-vis des autres ? Ou alors, est-ce qu'il est vraiment homo et tombé amoureux d'une femme en particulier ? Alors, ces questions, elles vont vous permettre de mesurer à quel point il aura envie de faire un bout de chemin avec vous et faire en sorte que votre histoire de jambes en l'air se poursuive dans quelque chose de plus construit. Et il faut garder cela en tête, vous allez avoir besoin de l'accompagner dans le temps, dans son processus d'évolution, et ce ne sera certainement pas sans risque. Pensez donc, aider une personne à assumer une homosexualité qui a été refoulée pendant des années, ça veut dire que vous allez passer par des périodes de refus qui seront vécues comme des périodes de rejet de votre relation. Elles seront même peut-être fortes, voire violentes, et on risque de vous faire endosser le rôle de celui qui pervertit. Quand la personne s'assumera mieux, il n'est pas non plus exclu qu'il y ait une sorte de phénomène de rattrapage du temps perdu, durant laquelle votre homme marié aura envie de devenir plus gay qu'un gay. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à caricaturer ce qu'il pense être un homosexuel au niveau vestimentaire, au niveau de l'attitude. Et puis, il pourra aussi y avoir un rattrapage du temps perdu au niveau sexuel, ce qui voudra dire qu'il aura peut-être envie d'expérimenter, d'explorer et d'avoir des partenaires multiples, parfois à votre détriment. Donc, pas simple de gérer une relation avec une personne qui se révèle potentiellement différente de celle que vous avez rencontrée et qui se montre volage. Et alors, avec celui qui est au clair dans sa tête et au clair avec sa femme, que se passe-t-il ? Alors là, c'est bien différent. Si votre relation progresse plutôt correctement, vous allez trouver une place dans ce ménage à trois. Si votre homme marié est au clair avec sa femme, il pourra lui parler et aménager effectivement un espace pour vous. Et cette place pourra être variable en fonction des situations. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne resterez pas dans une certaine clandestinité, mais vous aurez un espace. Dans certains cas, l'homme marié pourra être très clair. Et si sa femme est d'accord, vous pourrez avoir une présence officielle avec des temps qui vous seront réservés. J'ai rencontré plusieurs
couples qui sont dans cette situation. Alors le premier couple, c'était un couple hétéro qui avait accueilli l'amant du mari en son sein. Ils vivaient tous les trois sous le même toit. C'est une sorte de roulement qui avait été effectué pour que le mari passe du temps avec l'un et avec l'autre. Alors vous connaissez l'expression, on appelle ça avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et le petit cul du commis. Dans le second cas, l'homme marié vivait à l'année avec sa femme, mais disposait de longs week-ends et d'une partie des vacances pour retrouver son amant qui avait un statut très officiel. La situation peut se révéler un peu complexe si la femme de votre homme marié, ou vous-même d'ailleurs, ne souhaite pas vivre sous le même toit ou souhaite que chacun reste chez soi. Il faudra alors que votre homme marié sache donner équitablement à chacun sans créer des frustrations. Alors du coup, est-ce qu'une relation durable de couple est possible dans un cas comme dans l'autre, Eric ? Ces relations sont possibles dans les deux cas, mais évidemment avec des modalités particulières avec lesquelles il faudra que tout le monde soit d'accord. Si votre homme marié se révèle être homo à plein temps avec le souhait d'assumer cette relation durablement avec vous, il devra en parler à sa femme, peut-être se séparer. Votre relation pourra se construire, mais ça va évidemment prendre du temps avec un certain nombre d'embûches en cours de route dont j'ai parlé précédemment. Dans le cas où l'homme est clair avec sa femme dès le début, il est probable qu'une relation à trois s'installe. Il faudra envisager une situation dans laquelle vous devrez partager votre homme avec sa femme et être prêt à envisager le cas où vous seriez peut-être le second, celui qui passe en deuxième, surtout si votre homme marié a des enfants et donc un domicile conjugal qu'il ne souhaite pas quitter. Dans tous les cas, dialoguer sera essentiel pour vous permettre de déminer les tensions, de confier très tôt vos frustrations éventuelles, de sorte qu'il n'y ait pas de fausses promesses, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et il faudra aussi être clair très vite sur la question de la fidélité et la possibilité qui vous sera offerte ou non d'avoir des aventures de votre côté pendant ces périodes d'absence. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais l'homme marié, cela peut vouloir aussi dire père de famille. Ça, c'est un peu C'est vrai, c'est une situation qui est vraiment particulière, différente, et on aura l'occasion d'en parler lors d'une prochaine chronique, probablement dans 15 jours. On sent l'homme d'expérience. Oh là là, quelle vie! Ah oui, plusieurs vies en une. Merci, Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. C'est presque fini ce soir. Je suis avec Nicolas, Eric Brulin, Isabelle qui réalise l'émission radio, notre ami Daniel qui nous filme. Vous avez entendu tout à l'heure Jérôme et un monsieur qui est de mauvaise humeur et qui fait sa première ce soir, Ronan. Oui, sa première. Alors, j'ai eu un petit peu peur de pas la faire parce qu'avec les tunnels de parole de Jérôme, je me suis dit mon Dieu, on va pas avoir le temps. Et bien oui, je suis encore de mauvaise humeur pour cette nouvelle année. Alors il y a une semaine, vous n'êtes pas sans savoir que c'était les Ping TV Awards. Vous avez reçu d'ailleurs quelques invités plutôt pas mal dans votre studio. Alors je m'y suis rendu à ce Ping TV Award et alors on est très bien accueillis. Il y avait plein de bonnes choses à se mettre sous la dent. Ouais. Tu veux parler des petits fours parce qu'il y avait quand même des gens comme Eric Brulin qui étaient présents et aussi Daniel. J'avais aperçu, je crois... comment s'appelle-t-elle, Isabelle qui est allée s'enfermer dans les cabines, mais elle nous dira ça tout à l'heure. Tu veux parler des petits fours? Mais oui, non, pas du tout, même non, pas les petits fours, les petits mecs. Il y avait quand même pas mal de mecs, il y avait du Minet, il y avait du BCBG, alors j'avais les 3 yeux qui pleuraient tellement j'étais heureux. Oui, alors, vous avez compris la blague? Alors, oui. Alors, pourquoi tu étais de mauvaise humeur, Ronan, à ta place, moi j'aurais été heureux. Eh ben oui, j'aurais été heureux si je n'étais pas rentré seul, parce que je ne m'en suis pas tapé un seul. Pourtant, je me disais bien, oh, allez Ronan, il y a bien une âme charitable qui voudra bien de toi. Bah tiens, je l'ai eu dans le cul. Enfin, bah non, justement, finalement, je l'ai pas eu. Enfin, vous m'avez compris. Bon, et alors, cerise sur le gâteau, et ça c'est vrai pour le coup, quand j'ai voulu sortir du dépôt, parce que c'est là où étaient organisés les Ping TV Awards. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte gay, hein. Jérôme par exemple. Donc quand j'ai voulu quitter les lieux, je me suis trompé de chemin, j'ai pris les petites marches, vous savez. Trompé, moi j'y crois celles pas. Celles qui descendent. C'était plutôt volontaire. Tu t'es mouillé de chemin. Tu t'es mouillé de chemin, oui. Je me suis trompé de chemin. Alors vous êtes mauvaise langue. Et c'est là que je me suis retrouvé nez à nez avec d'énormes phallus en érection. Oui, j'étais dans les backrooms. Écoutez, je ne savais pas ce que c'était. Moi, mon âme innocente était complètement désemparée. Alors pour le coup, on peut dire que je me suis retrouvé nez à bite avec des inconnus. Et je suis vite remonté seul, je précise. Hein. Et donc du coup, après, je suis rentré seul aussi. Mais bon, ça c'est un peu plus triste de le préciser. C'est dommage pour toi, parce que moi j'ai rencontré Eric Brulin, Isabelle, comme je disais, et même
Daniel. Éric Garnier, est dans un plan fist. Éric Garnier, mais le SAMU est venu le chercher ensuite. Et Daniel qui filmait tout. Hein. Daniel, il n'a pas quitté sa caméra. Je peux vous dire, on a des rushs de dingue. Hein. Effectivement, il va nous montrer ça très rapidement, Daniel. Mais alors, dis-nous, donc le lendemain, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré chez toi, tu as regardé la télé? Oui, alors du coup, j'ai regardé la télé cette semaine et j'ai regardé plus précisément l'émission C'est mon choix, présentée par Evelyne Thomas sur Chérie 25. Toujours, ça Mais ça existait, c'est mort et c'est revenu. Ouais. Voilà, sur Chérie 25, la chaîne des femmes apparemment. Ça m'empêche pas de la regarder. Alors, pendant tout le week-end, ils avaient communiqué à fond sur les réseaux sociaux avec des extraits de l'émission en avant-première sur le fait qu'ils allaient faire une émission sur le coming out et l'homosexualité et comment le dire à ses parents. Donc, franchement, on ne pouvait pas se tromper en regardant l'émission. On a été bien prévenus. Et devinez comment Evelyne Thomas a commencé l'émission. Je me suis demandé si elle nous prenait pas un peu pour des cons. Devinez. Non, dis-nous. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont homosexuels. Alors déjà, bien le clivage, et puis j'ai envie de te dire, dis-moi pas que c'est pas vrai. On s'y attendait, mais alors pas du tout. Moi, j'étais sur le cul quand elle a annoncé ça. Bon, l'émission était sympa, ça a pleuré, ça a morvé, tellement d'ailleurs qu'il a fallu 318 paquets de mouchoirs. Des témoignages touchants, vraiment, comme celui de ce papa qui a quitté le domicile en apprenant que son fils était homosexuel. Un père touchant qui voulait demander pardon à son fils. Alors vous connaissez C'est mon choix, hein, milieu du spectacle, hein, le fils était en coulisses pour la surprise. Evelyne Thomas l'appelle pour rejoindre le plateau, il arrive, il s'installe et il dit et là le mec dit à son père d'un ton super sec, arrête de pleurer. Oh là là, le mec, j'avais l'impression qu'il en avait rien à faire de son père. C'était limite gênant. Alors, il est devenu vraiment détestable à mes yeux, et encore plus quand notre chère animatrice a précisé que ce jeune homme était déjà passé dans C'est mon choix. Bref, encore un qui voulait uniquement passer à la télé. Et là, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce genre de choses m'énerve. Oh les gars, c'est quoi cette envie d'être connu? Non mais sinon, dans le côté positif, c'est la fin où Valentin, beau Valentin, a accepté de sortir d'un espèce de rideau en fait où il était caché, où il témoignait anonymement depuis le début de l'émission. Alors d'ailleurs, si vous avez un moyen de contacter ce jeune Valentin, n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire à la radio, mettez mon nom, ou alors s'il nous écoute, hein, Valentin, j'ai envie de te dire, quand je t'ai vu sortir de ta cachette, mon cœur a chaviré, alors contacte-moi. Ah oui, non mais clairement. J'ai envie de te dire, Valentin, contacte-moi sur ma page Facebook, tu verras, je ne suis pas toujours de mauvaise humeur. Ouais. Enfin, évite de regarder trop mes billets de mauvaise humeur, parce que sinon tu vas te dire que c'est pas vrai. Mais vas-y, et contacte-moi. Et si tu me contactes, et ça c'est pas sur ta feuille Brahim, si tu me contactes Valentin, je paye un fraisier à Brahim. Vivement le fraisier. Mais alors, tu veux nous dire aussi que toutes ces émissions télé n'ont pas d'intérêt aujourd'hui? Alors, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est qu'aujourd'hui, ça mélange spectacle et réalité. Donc, du coup, faire de l'audience avec du spectacle et en même temps mêler du vrai, bon, why not, mais bon, c'est pas pour moi. Donc bientôt tu nous feras venir donc la personne qui est intervenue chez Evelyne Thomas. J'aimerais bien. Un petit mot. Alors oui, un dernier petit mot. Je suis très content que ce soir on ait reçu les organisateurs des Gay Games. Alors par contre, juste pour vous dire, moi je veux bien faire du sport, il n'y a pas de problème. Nous irons bien évidemment à la buvette. Je vous y attendrai pour faire quelques tractions. Et alors je suis très content aussi de dire que tout le monde est accepté dans cette compétition et c'est pas partout qu'on peut être accepté comme on l'est ici. Merci Ronan pour cette première, mais je voudrais quand même terminer avec Eric et peut-être Daniel s'il arrive à prendre le micro. On était au dépôt et c'était quand même assez sympa dans l'ensemble. C'était une super soirée, très bien organisée. Grâce à Pink TV. Bravo. Pink TV, belle organisation, bel événement, du beau monde, effectivement. Ouais. Et du coup, t'as baisé, voilà. C'est la question sous-jacente de Brahim, en fait. Il faut traduire. Il était avec son mari, donc il peut pas répondre. Exactement. Ouais. Daniel, tu vas peut-être t'approcher du micro et nous dire un petit mot, tout en nous filmant en même temps. Tu vas tout pouvoir faire. Ce fut une soirée mémorable. Oui. Ce fut une soirée mémorable. Donc, c'était très sympa. Moi, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment cool. Et puis, il y avait une très bonne ambiance. Merci d'avoir été à l'écoute de mon micro qui se termine. On vous donne rendez-vous très prochainement, un peu partout sur les réseaux sociaux, donc sur Fréquence Paris Pluriel, sur monmicro.net, sur iTunes et sur aussi YouTube depuis maintenant 3-4 semaines. Merci Eric Brulin, à très vite. À dans 15 jours. Au revoir Nicolas, très vite. Oui, à très vite aussi. À dans très 15 jours probablement. Ronan. À bientôt, merci pour cette première. Au revoir Jérôme. Au revoir Brahim, au revoir à tous et puis à la prochaine. Allez, le tunnel. À très bientôt, merci de nous avoir filmé Daniel et
Et à très très bientôt aussi, j'espère, Isabelle. Oui. À la semaine prochaine. On t'embrasse. Au revoir. Homo Micro.